Publié aux éditions de Minuit, le roman La Modification a valu à son auteur Michel Butor le prix Théophraste Renaudot. On a énormément parlé de ce livre dans les journaux. Je vais vous rappeler tout de même sommairement le thème de ce roman. Il s'agit d'un homme qui prend le train Paris-Rome, qui a décidé d'abandonner sa femme pour aller vivre avec sa maîtresse, qui elle habite Rome, qui doit d'ailleurs ramener cette maîtresse à Paris, mais qui en cours de route va changer d'avis et va finalement décider de continuer sa vie d'auparavant et de renoncer à cette nouvelle vie qu'il envisageait avec sa maîtresse Cécile. Il y a là à peine moins qu'un fait divers, un thème donc très simple, mais sur lequel néanmoins Michel Butor est parvenu à écrire un livre de 200 pages bien serré. Butor actuellement est rangé, peut-être contre son gré, je ne sais pas, il va nous le dire, dans une sorte d'école dont le chef serait peut-être Alain Robbe-Grillet, qui comprend d'autres écrivains comme Nathalie Sarraute, comme Claude Simon, et que l'on ne peut pas encore, à laquelle on ne peut pas encore trouver un nom. On a parlé de l'école du regard, on a parlé d'un nouveau réalisme. Qu'en pensez-vous, Michel Butor? Eh bien, je pense qu'il est très exagéré de parler d'une école. Il y a là des œuvres qui sont des œuvres très différentes les unes des autres, qui représentent, si vous voulez, des tendances très différentes et qui ont simplement un certain nombre de points communs. Ce sont des œuvres qui se sont faites indépendamment les unes des autres. Nathalie Sarraute est beaucoup plus âgée qu'Alain Robbe-Grillet. Elle a publié son premier livre avant la guerre, c'est-à-dire presque, presque 20 ans avant le premier livre d'Alain Robbe-Grillet. Par conséquent, on ne peut pas parler du tout d'une école au sens où on emploie ordinairement ce mot. Il y a simplement le fait suivant, il y a là des écrivains qui se distinguent de l'ensemble de la production romanesque, ils se distinguent pour des raisons différentes, et leur grande ressemblance, c'est que ce sont des écrivains contemporains, des écrivains qui ont une originalité, qui se trouvent répondre à des problèmes qui se posent à tout le monde, des problèmes, ils ont des problèmes communs, si vous voulez. Mais on ne peut pas aller plus loin que cela. On a beaucoup parlé d'une technique romanesque tout à fait nouvelle. Est-ce que tout de même cette technique n'est pas la même pour ces écrivains? Non, cette technique n'est pas du tout la même. Notamment, elle n'est pas du tout la même chez Nathalie Sarraute et chez Alain Robbe-Grillet. Chez Nathalie Sarraute, on a un effort pour capter, si vous voulez, ce qui est antérieur aux paroles que prononcent les gens. Nathalie Sarraute oppose deux choses. Elle oppose ce qu'elle appelle la conversation et ce qu'elle appelle la sous-conversation. Elle a publié cela dans un très beau livre elle a publié un essai là-dessus dans un très beau recueil qui s'appelle L'ère du soupçon. Eh bien, sous la conversation la plus banale, Nathalie Sarraute s'efforce de montrer qu'il y a tout un monde psychologique extrêmement compliqué, et elle s'efforce de nous montrer comment la parole, en général, au premier abord la plus anodine, repose sur toutes sortes de complexités. Alain Robbe-Grillet, au contraire, voit les choses d'une façon entièrement différente. Il a une technique romanesque entièrement différente. Lui, au lieu d'essayer de chercher ce qu'il y a au fond d'un personnage, au lieu d'avoir une analyse en profondeur de ce qu'est un personnage, Alain Robbe-Grillet, lui, va aller presque jusqu'à supprimer les personnages et à décrire simplement la situation des corps, si vous voulez, à l'intérieur d'un espace qui est décrit autant que possible d'une façon géométrique. On peut difficilement trouver de techniques de récit qui soient aussi différentes que celles de Nathalie Sarraute et celles d'Alain Robbe-Grillet. Seulement, ces deux techniques s'opposent, toutes les deux, avec la même violence, au roman habituel. Et votre technique alors, est-ce que vous pensez qu'elle est un peu dans cette ligne, soit celle de Sarraute, soit celle d'Alain Robbe-Grillet, ou bien êtes-vous arrivé à ce style d'une façon toute spontanée, toute personnelle? Eh bien, je suis arrivé à ces romans d'une façon qui est toute personnelle, mais évidemment, j'ai lu moi-même beaucoup de romans. Mes romans se situent dans une certaine évolution du roman français.
Ces romans n'existeraient pas s'il n'y avait pas eu auparavant un certain nombre d'autres romans. Mais la façon dont j'écris mes romans s'est développée parallèlement à celle de Nathalie Sarraute ou à celle d'Alain Robbe-Grillet, mais d'une façon qui est entièrement indépendante. Est-ce qu'il n'y a pas chez vous tout de même une synthèse de cet aspect psychologique qu'il y a chez Sarraute et de ce goût qu'a Alain Robbe-Grillet de se pencher uniquement sur les objets? Si vous voulez, si vous voulez. J'essaie de faire rentrer le plus grand nombre de choses possibles à l'intérieur du volume du roman, et pour cela, eh bien, je m'efforce enfin d'utiliser et d'intégrer le plus grand nombre des conquêtes romanesques. C'est ce qui se passe dans le livre La Modification, tout au long de ce trajet qu'effectue votre héros. Il voit les gens qui sont assis dans son compartiment, les objets qui l'entourent, et puis il revit tout un passé ou toute une intrigue sentimentale, et il vit même dans le futur l'issue qu'il cherche d'abord et puis qu'il va décider de cette aventure. Il y a donc là une interpénétration du psychologique et de la description de l'objet. Est-ce que pour vous, il y aurait prédominance de l'un sur l'autre? Eh bien, le mot psychologique est un mot qui est extrêmement difficile à employer maintenant. Chez moi, il y a une description qui s'efforce d'être une description aussi justifiée que possible. Une description, si vous voulez, pour employer un mot savant, qui est une description phénoménologique. Les objets ne sont pas vus comme des objets indépendants d'une conscience. Ces objets sont toujours des objets regardés et regardés d'une certaine façon. C'est justement par la façon dont les objets sont vus que les personnages vont pouvoir être décrits. Les objets sont vus ou remémorés ou imaginés. Il y a toutes sortes de modes, si vous voulez, dans la conscience générale que l'on essaie de décrire ainsi. Vous en arrivez même, à la fin, à une sorte de lyrisme, qui est assez étrange, assez inattendu. Est-ce que c'est volontaire? Ah, évidemment. Je voudrais que mes livres soient aussi profondément poétiques que possible. Pas du tout poétique au sens où trop souvent on emploie ce mot qui indique une espèce de rêverie sans grande portée. Mais je voudrais que mes romans intègrent le plus possible de poésie. Avant d'écrire des romans, j'ai écrit des centaines de poèmes. À partir du moment où je me suis mis à écrire des romans, je n'ai plus écrit un seul poème, parce que tout ce que je mettais dans ma poésie, eh bien, je m'efforce de le faire passer à l'intérieur de mes romans. Et que pensez-vous de Francis Ponge? Oh, j'admire beaucoup Francis Ponge, c'est un très bon écrivain, et il y a chez lui un sens de la présence des objets, enfin un amour, une espèce de tendresse pour la matière, pour la façon dont les objets se présentent à nous, qui est quelque chose qui est tout à fait émouvant et que j'admire beaucoup. Et vous avez ce même attendrissement? Ah, oui, j'aime beaucoup, bien sûr, les choses, évidemment. Et d'où vient ce goût? Ah, d'où vient ce goût? Je ne sais pas, j'ai l'impression que je l'ai toujours eu, j'ai toujours trouvé ça très beau, enfin, une chaise, quoi. J'ai toujours trouvé que c'était une chose tout à fait merveilleuse. Et je dois dire que cet amour pour les objets familiers, eh bien, c'est considérablement augmenté à un moment où j'ai été privé pendant un certain temps de ces objets familiers. J'ai passé quelque temps en Égypte et je me suis trouvé dans une petite ville où j'ai eu à me meubler. Seulement, dans cette petite ville, il n'y avait pas de magasin où on put acheter des meubles. Alors, je me suis trouvé privé de chaises, privé de tables. Je me suis trouvé être obligé de faire fabriquer une table, par exemple. Alors, j'ai ressenti à quel point, enfin, un objet comme une table était une chose qui m'était nécessaire, était une chose précieuse, à quel point la présence d'une table était en même temps la présence de tout un monde culturel, était en même temps la présence de toute une civilisation. Oui, je vois que vous allez là très loin, et je crois que les objets ont pour vous beaucoup de puissance.
Est-ce que vous pensez par exemple que l'histoire que vous nous contez aurait pu se passer ailleurs que dans un train? Elle n'aurait pas pu se passer de cette façon-là ailleurs que dans un train. Par conséquent, Naturellement. les objets ont déterminé Ah, à peu près la décision de votre héros. Ils ont déterminé les objets, le décor, les petits événements qui se passent à l'intérieur de ce compartiment, déterminent le déclenchement de cette transformation. Mais si ces petits événements peuvent déclencher cela, c'est parce que la décision même du personnage était déjà minée. C'est que à l'intérieur même de la personnalité du personnage principal, il y a une fissure. Et s'il y a cette fissure, c'est parce que ce personnage a une certaine situation à l'intérieur d'une réalité historique qui elle-même est une réalité très complexe, elle-même une réalité qui est pleine de difficultés et de contradictions, si vous voulez. Ainsi, il y a des déclenchements successifs, comme lorsque vous appuyez sur un bouton, n'est-ce pas, vous mettez en marche une centrale électrique, vous avez une toute petite dépense d'énergie qui va provoquer la libération d'une énorme dépense d'énergie. Eh bien, de même, dans le voyage de ce personnage, des noms de gare qu'il va voir passer vont provoquer une transformation complète de la façon dont il se voit lui-même. Une dernière question. Pourquoi avez-vous adopté une façon assez curieuse de vous adresser à votre personnage en lui disant, depuis le début jusqu'à la fin du livre, vous? Eh bien, l'emploi du vous, c'est d'abord la solution d'un problème technique. Quand j'étais en train de travailler à ce roman, de penser à ce roman, je me trouvais devant la difficulté suivante. Il fallait que les choses soient racontées du point de vue d'un personnage, et pourtant, je ne pouvais pas employer la première personne, je ne pouvais pas employer le « je » parce que je voulais décrire la prise de conscience d'un personnage. Donc il fallait que je décrive ses pensées, si vous voulez, avant le moment, antérieurement au moment où il est capable de dire « je ». Il me fallait quelque chose qui soit entre la troisième et la première personne, et la deuxième personne sert admirablement à cela. Naturellement, l'utilisation de la deuxième personne amène, si elle résout certains problèmes, en amène des quantités d'autres qui sont extrêmement intéressants à essayer d'examiner et de résoudre. Eh bien, je crois que vous avez admirablement résolu ce problème et j'engage vivement ceux de vos lecteurs qui connaissent votre œuvre et qui l'apprécient à lire ce roman s'ils ne l'ont déjà fait.